pleine. Voilà, je vais pas dire grand-chose sur le film, mais je pense que vous allez voir vraiment un film merveilleux, donc vous allez absolument pas regretter d'être là, et je suis d'autant plus heureuse de voir que cela vous a attiré en aussi grand nombre. Avant d'accueillir notre invité, je tiens à remercier l'association Rocard Méliès, l'association de spectateurs du cinéma qui est partenaire de cette soirée. Et merci également à JHR, le distributeur du film, qui nous a permis d'organiser cette rencontre, et à tous les partenaires du film aussi qui sont en nombre ce soir. Et nous accueillons aussi deux étudiants de l'EIJ, l'école du journalisme, qui réalisent un reportage ce soir au Méliès. Voilà, et sans plus attendre, j'appelle à me rejoindre le réalisateur de Frémont, Mamad Jalali, sous vos applaudissements. Et à la traduction, Pascal Pujol. Bonsoir Pascal. Bonsoir, merci de ta présence ce soir. On va se retrouver à l'issue de la séance, mais peut-être souhaites-tu dire quelques mots de présentation? So thank you very much for having us. It's a great pleasure to have the premiere here. I'd also like to thank especially JHR Distribution for giving a home to this film in the cinemas in France. Alors merci beaucoup d'être là, merci de l'invitation, c'est un grand plaisir d'avoir ici la première du film ce soir. Je remercie bien sûr JHR Film de permettre à ce film d'être diffusé dans les cinémas en France. For the past 12 days I've been going around France to many big cities and small cities, and I'm completely amazed that cinemas are still going strong in this country because everywhere else they're not. Ça fait 12 jours en fait que je me promène et que je montre le film dans des petites et des grandes villes, et je suis franchement très étonnée, surpris de voir à quel point le cinéma en France est toujours très vivant, parce que c'est malheureusement le cas nulle part ailleurs. I'm going to come back for a question and answer, so I won't say. Alors, je ne vais pas dire grand-chose avant qu'on se retrouve pour le débat après la séance, juste dire qu'on a fait ce film il y a 1 an et demi à Fremont, en Californie, avec des acteurs professionnels et des acteurs non professionnels, et vous dire que l'héroïne que vous voyez là n'avait jamais joué auparavant dans aucun film. Elle était elle aussi une réfugiée afghane. One other thing I sometimes say, Oui, je vais juste rajouter quelque chose que je ne dis pas toujours. Quelquefois, c'est vrai que quand on voit un film d'une autre culture et qu'on trouve quelque chose de drôle, on hésite un petit peu à rire, parce qu'on se dit qu'il y a peut-être des gens qui pourraient se trouver offensés par ces rires. Donc là, si vous trouvez des choses drôles, n'hésitez pas, ne censurez pas, riez. Si vous n'avez pas envie de rire, bien sûr, ne riez pas non plus. Ne vous obligez pas à rire. Thank you very much. Merci, Mamad, merci Pascal. Ah, ça y est, ça fonctionne. Je vais poser une première, peut-être 2 premières, peut-être 3 premières questions, le temps de vous laisser le temps peut-être de revenir parmi nous. Et n'hésitez pas dès que vous avez envie de prendre la parole, parce qu'on est là, Babak est là bien sûr pour échanger avec vous. Le film porte le nom de la ville californienne de Fremont. Comment est-ce que comment tes pas t'ont guidé vers cette ville, et comment est-ce que tu as eu envie de raconter l'histoire des gens qui y habitent? Parce que moi, personnellement, je ne la connaissais pas.
I made my second J'ai fait mon second film, en fait, il y a 8 ans à San Francisco. C'était aussi un film qui avait un fil narratif qui parlait de l'Afghanistan. J'ai donc, il y a eu des comédiens afghans qui ont travaillé sur le film, et c'est eux qui m'ont parlé en fait de cette ville qui est à l'extérieur de Los Angeles et qui s'appelle Fremont et qui abrite la plus grosse communauté afghane aux États-Unis. Je suis allée dans cette ville, et puis au bout d'un certain temps, c'est une ville où je me suis rendue très très souvent. J'ai rencontré là pas mal d'interprètes afghans qui avaient travaillé pour les États-Unis et qui, avant même le retour des talibans en Afghanistan, s'étaient vus donner des visas. Mais certains des Afghans les considéraient comme des traîtres. Et tous ces gens, en fait, ces interprètes que j'avais rencontrés n'avaient évidemment pas travaillé du tout pour l'armée américaine pour des raisons idéologiques ou morales. Pour eux, c'était tout simplement un travail dans un pays où il y avait peu de possibilités de travailler. C'est des gens qui arrivaient aux États-Unis, avaient des vies plutôt difficiles, et la majeure partie en fait de ces anciens interprètes que j'ai rencontrés à Fremont étaient des hommes. Et je savais qu'il y avait des femmes aussi qui avaient occupé ce genre d'emploi. Et puis il y a une chose qui quand même m'agaçait depuis très très longtemps, c'était la manière dont la femme afghane était représentée en général dans les médias, toujours sous un angle extrêmement misérabiliste, et c'est-à-dire sans aucune possibilité, sans aucun rêve, sans aucune inspiration, alors que l'expérience que j'avais moi, en fait, des femmes afghanes que j'avais pu rencontrer à la fois en Iran ou ailleurs, étaient des femmes qui généralement avaient quitté leur famille, avaient des boulots, avaient des aspirations, avaient des rêves, et c'est comme ça en fait qu'on a décidé de faire que cette ancienne interprète soit une femme dans le film. Et pour ce portrait de femme, ce très beau portrait de femme qui donc effectivement travaille, aime, rêve, etc., expérimente aussi la solitude, enfin à sa vie. Tu nous as déjà un petit peu parlé de l'actrice que tu as choisie pour jouer sur elle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, parce qu'elle n'est pas professionnelle, sur la façon dont tu l'as recrutée? Est-ce que le fait qu'elle ne soit pas professionnelle était un prérequis, ou est-ce que c'était un petit peu le hasard? My previous 3 films have been predominantly mixed, Mon premier film avait été fait uniquement avec des noms professionnels, mais j'avais envie un peu de mélanger les choses pour ce second film. Donc on a fait des appels sur les réseaux sociaux. Et on a eu beaucoup de réponses de gens qui venaient de partout aux États-Unis, de l'Arizona à New York, en passant par la Floride. Mais la plupart de ces personnes qui nous avaient répondu étaient des Afghans de 2e génération, ce qui fait que leur anglais était parfait, mais leur langue afghane ne l'était pas. Et ça, c'était un problème. I was getting a bit worried. Oui, ce qui fait que j'étais un peu inquiet en fait, et puis tout d'un coup j'ai eu en fait un message sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui disait voilà, quelqu'un m'a fait passer votre annonce, je m'appelle Anaïta, j'ai 23 ans, et il y a 6 mois en fait, au moment où les talibans sont revenus, j'ai été évacuée vers les États-Unis. On m'a envoyé dans le Maryland, et mon anglais n'est pas très bon, mais en tout cas, ça m'intéresse. Donc là, j'ai fait avec elle, comme j'avais fait précédemment avec les autres, c'est-à-dire qu'on a fait une conversation vidéo.
Et immédiatement, j'ai beaucoup aimé la manière dont elle se présentait, ce qu'elle disait. Elle avait ce mélange, en fait, de mélancolie et de facétie que je trouvais extrêmement intéressant. De plus, son histoire personnelle était assez proche de celle du personnage principal, puisqu'elle avait laissé derrière elle l'ensemble de sa famille. Elle se trouvait dans une situation qui n'était pas très facile, où elle devait bien évidemment recommencer sa vie de zéro. Hein. Je vais te demander peut-être, avant de passer la parole à la salle, puisque donc ce personnage a une histoire dramatique, et tu as parlé en introduction de l'humour qu'il y avait dans le film, du fait qu'on pouvait s'autoriser à rire sur ce film. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment toi, t'es autorisé comment tu as décidé d'instiller de l'humour, des touches aussi subtiles dans cette histoire qui aurait pu être beaucoup plus mélancolique, peut-être beaucoup plus sombre. Je pense notamment à une scène qui est la scène de la mort de l'ancienne personne qui écrit les messages, qui est de l'humour presque noir, quoi, qui a ces petites touches-là qui vraiment éclairent le film. Je voulais savoir, au moment de l'écriture, au moment où tu as pensé au film, est-ce que le fait qu'il y ait ces touches d'humour était pour toi important, ou est-ce que c'est venu plus tard? Oui, alors cette idée-là, elle est venue dès le début du scénario, hein, et c'était clair, dès cette étape-là, qu'il devait y avoir une espèce d'humour absurde. Le pourquoi est intéressant, hein, c'est vrai que beaucoup de films qui parlent de problèmes d'immigration, de problèmes de réfugiés, sont souvent cantonnés à une espèce de description extrêmement sordide d'une réalité qui fait que le public se sent vraiment très touché et avoir pitié des personnages qu'il voit sur l'écran. Mais une fois que le film est terminé, ils vont boire un verre, ils vont dîner, et puis ils rentrent chez eux. Et moi, ce qui me paraissait important, c'était que quel que soit le personnage dont on parle, que ce soit un réfugié afghan, que ce soit une femme française, que ce soit quelqu'un qui est un immigrant d'Uruguay ou du Burkina Faso, hein, le point commun, ce que sont ces gens-là, c'est d'être des êtres humains, d'abord et avant tout, et donc avec des désirs et des aspirations qui sont extrêmement proches, c'est-à-dire désirer avoir un travail, désirer avoir un toit sur sa tête, savoir un peu ce qu'on pourra faire le lendemain, et puis éventuellement nouer des relations d'affection avec d'autres personnes. Mais voilà, ça me paraissait important d'avoir l'être humain avant tout. Moi, c'est pourquoi le choix du noir et blanc? C'est très beau, hein, mais comme c'est rare, voilà, pourquoi vous avez choisi de faire en noir et blanc? It's a question asked often. Oui, donc en fait, hein, on me pose souvent cette question, hein, et j'aimerais bien pouvoir vous parler d'une raison intellectuelle, d'une raison symbolique, d'une raison métaphorique, hein, mais pas du tout, en fait. Quand on a écrit le scénario, j'imaginais un film en couleur, tout simplement, et ce n'est que plus tard, en fait, quand j'ai réfléchi à l'endroit où on allait tourner, le film en lui-même, je me suis dit que ça serait beaucoup plus beau en noir et blanc. Aucun lien avec peut-être une photographie classique américaine de travailler. Enfin, moi, ça m'a évoqué un petit peu ça à certains moments, mais je ne saurais pas trop dire, je ne suis pas très calée en photographie, mais une iconographie aussi, je trouve qui se rapproche pas mal de l'image sur les travailleurs américains. Ça n'a aucun lien avec ça du tout. Non. Pas davantage non plus. Hein. Ça colle. I mean, I like the photography, but it wasn't a reference. Inconscient.
bien la photographie en noir et blanc et américaine, mais il n'y a pas de référence particulière. Very lovely film. I love it. And my question. Question sur les scènes qui nous font très plaisir après avoir revu le film et des scènes qui peut-être ont été faites quelque part plus à l'instinct au moment du tournage, en opposition à d'autres qui étaient dans le scénario. That's a very good question. I haven't been asked that one before. Bonne question, on ne la lui a jamais posée auparavant. It's a problem because I'm usually like machine work. C'est un problème parce que généralement il est un peu en pilotage automatique hein, quand il fait des Q&A et là il y a un grain de sable. Yeah. Little sand. Yeah. Machine. I mean, I edited this myself as well, so I saw it a lot. Filme beaucoup de fois, mais qu'en même temps, je n'ai pas le sentiment d'avoir par rapport à lui le détachement nécessaire pour déjà être capable de dire ce que j'aime et ce que j'aime moins. Voilà, mais je vais y réfléchir. Probably my favorite scene though is the one where the psychiatrist is putting his fortune cookies on. Oui, alors peut-être que ma scène favorite, c'est le moment en fait où le psychiatre sort les petits messages pour les fortune cookies de l'enveloppe. Justement, ça fait transition. Je voulais poser une question par rapport à ce caractère de psychiatre qui est assez absurde. Effectivement, on le sent pas nécessairement très aidant. Effectivement, ils sont dans un lien d'être humain à être humain, on le sent bien, mais pas nécessairement aidant. Pourquoi vous avez voulu un caractère comme ça dans ce film? I think when you have Je crois que déjà, quand on souffre de syndrome post-traumatique, on n'a pas franchement le désir immédiat de raconter toutes les horreurs qu'on a traversées. Je crois qu'on a, comme Donia, qui va chez le psychiatre pour demander tout simplement ses cachets pour dormir, ce qu'on a envie, c'est quelque chose un peu comme un choc rapide qui règle momentanément la question. Effectivement, ce psychiatre, il n'est pas très conventionnel, hein, et comme vous le dites, il a avec elle plus une relation de personne à personne qu'une relation soignant-soigné. Et je suis passée par des thérapies avant, et c'est vrai que moi, j'aurais aimé avoir un thérapeute comme ça de temps en temps, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui pas seulement passe son temps à vous demander comment vous vous sentez, quelle émotion avez-vous eu par rapport à ça et ça, mais plutôt quelqu'un qui tout d'un coup va se mettre à vous parler de comment le foot est vécu en Bolivie, et là tout d'un coup, je sais pas, vous passez à autre chose et vous le ressentez, le lien que vous avez avec lui devient complètement différent, vous êtes dans un lien d'humain à humain, et voilà, et ça me paraît plutôt bien. C'est vrai que bon, quand j'ai montré ce psychiatre-là, j'envisageais, ça n'a pas du tout de visée critique par rapport à ce que peut être la posture traditionnelle du thérapeute, hein, et surtout qu'on voit bien quelque part que bon, ce psychiatre, il a ses propres problèmes, on va dire, ou ses propres questionnements. Alors on voit certains de ces problèmes à travers l'histoire que je viens de raconter, l'histoire de Cro-Blanc. J'ai trouvé ça assez intéressant, un peu cocasse au départ, mais finalement c'est vrai qu'il le choisit comme une métaphore peut-être de son statut de déraciné. Après on voit que lui-même il trouve des choses qui le touchent aussi, donc c'est un lien entre eux. Je voulais savoir pourquoi ce roman, pourquoi tu avais choisi de poser cette histoire-là au milieu de l'histoire de Donia. Et alors en fait, ça c'est l'idée de ma co-scénariste, hein, Carolina, qui à un moment donné m'a parlé de Cro-Blanc en disant mais tu sais, Cro-Blanc c'est une histoire d'immigrants, ça peut être intéressant. Je lui ai dit, sois pas idiote, sois pas ridicule. Et elle m'a dit mais si tu réfléchis bien, et
effectivement, j'ai regardé la chose de plus près. Et Cro-Blanc est bien quelqu'un qui a été arraché à sa famille, etc., qui immigre quelque part et qui est vraiment traité comme un outsider. Hein. Du coup, on a intégré ça et c'était sans doute une manière, quelque part, dans le scénario qu'a eu le psychiatre pour se rapprocher de Donia en disant que, ben voilà, mon personnage préféré dans la littérature, c'est quelqu'un comme vous, c'est un immigrant. Ouais, on peut peut-être aussi parler de, bien sûr, un des cœurs du film, la fabrique de Fortune Cookie et la façon dont tu transformes ces petits biscuits un peu anodins en support en fait, d'une forme d'émancipation, d'une forme de développement d'un imaginaire, de retrouver la communication avec les autres. Enfin, je trouve ça vraiment très beau, la façon dont elle s'approprie à travers son nouveau rôle de rédactrice de messages, dont elle guérit un petit peu en partie avec ça. Donc comment est venue cette idée, de travailler dans une usine de Fortune Cookies, et qu'à un moment donné, elle s'empare de la rédaction de ces messages et que ce soit un des axes de sa transformation. Il y a 7 ans, avec Carolina, on s'est rendu, donc ma co-scénariste, on s'est rendu à Chinatown et on a visité une usine de ces fameux Fortune Cookies, dont je ne connais pas le nom en français, je vais réfléchir. Je crois qu'on dit Fortune Cookies. Je crois qu'on dit Fortune Cookies, oui. Et en tout cas, donc, à l'époque, j'avais filmé cette petite usine. Et ça m'avait littéralement fasciné, en fait, toutes ces machines qui n'ont pas changé depuis 70 ans. Et je m'étais dit à l'époque, ça serait formidable que ça soit mis dans un film, parce que je trouvais ça incroyablement esthétique. Et une fois de plus, c'est Carolina qui a eu l'idée, en fait, que Donia travaille dans une usine de Fortune Cookies, parce que l'idée principale du film, en fait, c'est la question du possible, et ces petits gâteaux, ils vous font pas de promesses, en fait, c'est pas comme un astrologue, d'une certaine manière, il n'y a pas de promesse de gloire ou de gagner beaucoup d'argent, c'est juste une espèce d'allusion à un potentiel, à des possibles qui peuvent être là. Et je trouvais ça intéressant, en fait, qu'à un moment donné, il y ait cette nouvelle responsabilité qui soit offerte à cette jeune femme qui travaille dans cette petite usine, et qu'elle aussi, elle fasse comme ça des appels au possible, qu'elle construise des appels au possible, et qu'à un moment donné, elle passe par ces petits gâteaux pour que quelque part, il y ait quelque chose de possible qui lui arrive aussi. Ok, et je vous remercie pour votre beau film. Ok, et ça m'a plu vraiment. Moi, je suis une femme iranienne. Et parce que moi, voilà, j'ai passé des années en Iran et en lisant la littérature française. J'ai étudié la littérature française. Et franchement, je voulais approuver que l'année dernière, j'ai passé beaucoup de problèmes, trop durs avec ces problèmes. Je pleurais tout le temps. Et j'ai bien reçu les messages de ce film et la solitude de cette femme. Mais juste parce que ça vient de notre culture, c'est un peu différent et on est très dépendant dans notre famille. Les relations familiales sont complètement différentes en Orient. Et je voulais juste savoir que le prénom de cette jeune fille, qui s'appelait Donia, ça veut dire le monde. Et surtout dans une séquence, j'ai vu un sphère sur la table, que son patron l'a mis, et sur la table. Mais est-ce que c'était consciemment choisir le prénom Donia pour communiquer avec le monde et pour créer sa vie personnelle? Parce que je voulais dire que moi, j'ai changé après un an maintenant.
Et je pense que petit à petit, j'ai trouvé mon chemin. Mais dans ce film aussi, est-ce que choisir ce prénom était consciemment ou non? C'était quelqu'un qui s'appelait comme ça. Mais surtout parce que j'ai vu que vous avez écrit For Marjane, Paroe Marjane, pour Marjane. Oui, merci. So Marjane Morini. Alors donc la dédicataire du film, Marjane Morini, était la productrice de mon second long métrage que j'avais tourné à San Francisco, et elle avait travaillé à la production de ce film. Malheureusement, elle est décédée 10 jours avant qu'on démarre le tournage. Voilà pourquoi le film lui est dédié. Quant au nom de Dunia, qui effectivement signifie monde en farsi, ça n'a pas non plus été une décision consciente, mais c'est vrai que peu avant qu'on commence le tournage, ma cousine, est morte dans un accident de voiture en Iran, donc voilà, j'ai choisi ce nom-là. Peut-être que quand même, pour terminer, parler de la très belle chanson qui ponctue le film, donc l'ami chante en karaoké qui est à la fin, que moi je connaissais pas, qui permet, lui fait jaillir ses larmes et apporte cette belle mélancolie aussi. Comment est-ce que tu as trouvé cette chanson? Quelle est l'histoire derrière cette chanson que j'ai découverte? C'est aussi une chanson qui s'appelle Diamond Days, les jours de diamant, Ashley Banyan, qui est donc une chanteuse folk britannique. C'est une chanson qui n'est pas du tout récente, mais que j'aime beaucoup et qui est restée avec moi. En fait, Johanna, dans le film, était sur mon film précédent. Elle était décoratrice, et j'ai vraiment écrit en fait le rôle qu'elle a dans ce film en m'inspirant de ce qu'on avait vécu dans le film précédent. C'est vrai qu'elle était totalement absorbée dans son travail quand on faisait le film antérieur à celui-ci, qu'elle ne faisait rien d'autre. Et puis bon, quand on a fêté la fin du tournage, on est allé dans un karaoké, donc tout le monde s'est mis à chanter très très mal, et puis tout d'un coup elle s'est mise à chanter et c'était formidable. Et du coup ça m'est resté en tête, et évidemment l'effet, voilà, il y a eu à un moment donné une espèce de synergie en cette chanson que j'aimais beaucoup, la très très belle voix de Johanna, et je me suis dit que c'était cette chanson-là, Diamond Days, qui pourrait provoquer les larmes de Dunia si elle s'est chantée par Johanna. Et ça, c'est quelque part, je dirais, l'effet de ce qu'une chanson, l'effet qu'une chanson peut produire, même si elle est dans une langue que vous ne comprenez pas. Voilà, il peut se passer des choses au niveau émotionnel, quel que soit l'endroit où vous écoutez la chanson, vous pouvez écouter à peu près n'importe où, et elle aura une signification pour vous différente selon comment vous vous sentez aussi. Voilà. Moi, je crois que je vais écouter cette chanson ce soir en rentrant chez moi. Je ne sais pas si je vais pleurer ou pas, mais en tout cas, merci pour cette découverte, entre autres. Merci beaucoup, Magdalena Ali, pour ce film, pour ta présence ce soir. Je pense que tu vas nous dire bienvenue encore. Merci, Marcel, pour la traduction. Merci, JHR, qui vient d'organiser toute cette séance. Tu veux faire un petit mot Oh, there's some surprises from Ah oui, on a JHR des for you. surprises. Des fortune cookies avec des messages écrits par Jean-Jacques Lou. Là, c'est Tracy par Jean-Jacques. Voilà, Jean-Jacques a mis son numéro dans un des gâteaux, donc choisissez bien. Merci encore à toutes et à tous, très bonne soirée, et ne ratez pas ne manquez pas votre gâteau, il y en aura pour tout le monde, il y en a là et il y en a là.